I'm ready to start motion station forward. Doctorants et docteurs voient l'actu. We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. C'est Focus Actu. Hey, for you guys, take one moment and look at the overhead windows on Discovery. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors, tu vas nous parler de quoi? Comment tu préfères l'appeler, toi? TAFTA, TIPP? Alors, j'avais fait une erreur lorsque j'avais présenté, c'est TTIP. TTIP, oui. C'est logique. Ou TAFTA. Et donc, son nom officiel, c'est TTIP, pour Transatlantic Trade and Investment Partnership. Désolé pour mon anglais, moi aussi. Qui en français pourrait être traduit par Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, soit PTDI. Mais les détracteurs de ce traité l'ont surnommé TAFTA, ce qui pourrait être traduit par Accord de libre-échange transatlantique. Et c'est ce dernier nom qu'on retrouve le plus souvent dans les médias. Donc, à titre personnel, je trouve que la complexité autour de l'appellation de ce traité, là on a déjà vu 3 noms différents, il y a les termes en anglais, les termes en français, ça résume bien la situation autour de ce traité, c'est-à-dire que la version de son contenu est assez floue, donc on a une version plus ou moins officielle, une version des détracteurs, et donc c'est assez compliqué de s'y retrouver autour de ce traité. Donc pour simplifier pour la suite de ma chronique, je vais l'appeler TAFTA en reprenant ainsi le terme qui est le plus souvent utilisé dans les médias. Et donc le terme déjà engagé du côté des détracteurs. Ouais. Pas vraiment, disons que c'est vraiment pour reprendre le terme le plus souvent utilisé. Alors peut-être avant qu'on lance le débat, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce traité, quels sont ses objectifs et un petit peu son contenu ? Alors, donc, le TAFTA, c'est donc un traité dont la première annonce officielle date du 13 février 2013 et qui, selon le calendrier initial, devait entrer en vigueur courant 2015 après un certain nombre de cycles de négociations qui étaient censés se terminer fin 2014. Or, le contenu de ce traité est toujours en négociation. Et d'ailleurs, la semaine prochaine se déroulera le 13e cycle de négociations. Donc, on risque fort d'en entendre parler puisque je prends un pari ce soir, c'est que ce sujet TAFTA sera certainement repris par le mouvement Nuit debout. Donc, il s'agit d'un traité entre l'Union européenne et les États-Unis et dont l'objectif principal, pour résumer, est de favoriser les échanges entre les deux pôles économiques. Afin d'y parvenir, le traité s'appuie sur un certain nombre de principes. Il y a tout d'abord la réduction, voire la suppression de certains droits de douane. C'est, disons, la partie la moins importante du traité et la moins critiquée. Tout d'abord parce que les droits de douane, sauf certains secteurs spécifiques tels que l'agriculture ou le textile, sont déjà très peu élevés, de l'ordre de 3 à 4% en moyenne. Et que ceux-ci ne sont donc pas, à l'heure actuelle, les principaux freins aux échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe. En effet, il existe aussi une part importante de frais administratifs, mais surtout le principal frein, c'est la différence entre les normes. Par exemple, un exemple tout simple, les normes concernant les couleurs de feu arrière des voitures sont différentes d'un continent à l'autre. Le TAFTA entend donc favoriser une certaine convergence des normes afin de faciliter l'exportation d'un continent à l'autre. Donc, si l'exemple que je viens de vous donner est un peu anecdotique, c'est pas toujours le cas, parce que la plupart des normes concernent en fait les mesures d'hygiène et de sécurité. Un exemple célèbre, parce qu'il est devenu un symbole de la contestation sur ce traité, c'est le poulet au chlore. En effet, il se trouve qu'aux États-Unis, les producteurs de poulets ont la possibilité de nettoyer les poulets au chlore avant de les mettre à la vente, afin de les nettoyer des salmonelles. À l'heure actuelle, c'est une pratique parfaitement interdite en Europe et les anti-TAFTA ont peur que le traité permette une certaine invasion de ces poulets sur le territoire européen. La production de poulets étant nettement moins coûteuse aux États-Unis qu'en Europe, et notamment parce que les normes sont différentes. Voilà, donc en gros, les principaux principes du TAFTA. Donc maintenant, j'attends vos questions. Alors moi, ça me parle, hein. Une fois encore, on arrive. Il n'y a que du droit ce soir. Alors, Exactement. Ça rejoint le droit et l'économie. Bon, déjà, tu as de la chance, Alice n'est pas là. Elle aurait posé des questions sûrement plus pointues. Arthur, tu avais une première question ? Non, je dis ouais, j'ai l'impression qu'on ne pourra jamais se passer de nos juristes. C'est dommage, mais bon, on n'a pas le choix. Le droit est partout. C'est ça. Bah, du coup, peut-être, moi, je vais revenir sur ces différentes de normes. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ce traité, justement, sur l'alignement des normes. Parce que si on fait un traité d'échange entre surtout les États-Unis et l'Europe,
On a dit qu'il va falloir faire des concessions au niveau des normes entre les deux parties. Est-ce que ce ne serait pas finalement s'aligner sur les normes américaines beaucoup moins protectrices que les normes européennes ? Alors, toute la question est là, effectivement. Il y a cette peur autour du fait qu'on s'alignera systématiquement sur les normes américaines. Cependant, les négociateurs de la Commission européenne soutiennent que ça ne sera pas le cas et qu'il y aura un certain nombre de ce qu'on appelle des garde-fous, c'est-à-dire des domaines sur lesquels on ne transigera pas. Alors, c'est difficile de savoir précisément s'ils vont respecter leurs promesses ou pas. Cependant, il y a un accord qui est un peu similaire qui a été négocié entre le Canada et l'Union européenne, enfin plus que négocié, qui a été approuvé et qui est mis en œuvre à l'heure actuelle. Il est en phase de ratification, je crois. En phase de ratification, ouais, d'accord, pardon pour... donc ce traité donc, qui est un peu similaire, effectivement sur des questions, donc par exemple sur les OGM qui sont aussi utilisés au Canada, l'Europe n'a pas changé de position et est restée ferme sur ces questions-là et a décidé finalement de ne pas s'aligner sur les normes du Canada. Alors après, j'insiste, je titille un peu, mais si j'ai tout compris, moi, donc ils sont quand même à la 13e phase de négociation, et ils seraient partis pour faire un traité, finalement, qui serait une base de traité pour adopter quelque chose, mais avec une nouvelle formule type nouveau traité d'échange 21e siècle, pour que ce traité-là soit adaptable au fur et à mesure. Donc on mettrait une première couche du traité, peut-être assez protectrice, mais avec des modifications qui se feraient, et je crois que c'est la deuxième crainte, du coup, de manière beaucoup plus cachée et beaucoup plus obscure, comme toute l'adoption déjà du traité depuis ses premières négociations. Je ne sais pas si... C'est-à-dire que oui, ça serait une base et que du coup, on aurait peur que par la suite, effectivement, il y aurait encore des changements de normes qui pourraient se faire. C'est ça la question. Oui, ce serait même prévu dans enfin, en tout cas, l'ébauche de traité, si j'ai bien compris, telle qu'elle est construite tout de suite, ce serait un traité justement avec des clauses de modification spéciales qui ne recourraient pas à la même, aux mêmes demandes, en tout cas à la même publicité du traité pour être modifié. Donc on le ferait adapter de manière publique parce qu'on est obligé, on le ferait ratifier par les États, mais après on pourrait le modifier par un comité interne au traité. Déjà que là, on a essayé de nous cacher un petit peu tout ce qui se passe, ça permettrait encore plus facilement. De toute façon, à l'heure actuelle, donc tout ce qui concerne les négociations autour de ce traité, c'est très très obscur et très très caché. Donc là, en l'occurrence, ça changerait pas, quoi. Je veux dire, effectivement, il y aurait la peur que, à nouveau, de manière cachée, on puisse modifier le traité. Mais déjà, à l'heure actuelle, c'est le cas. Et donc, j'ai un exemple là-dessus, c'est un député des Républicains qui s'appelle, je retrouve le nom, Jean-Frédéric Poisson, qui a voulu consulter le document concernant les négociations autour de ce traité et qui rapporte, je cite, que le document sur les négociations est consultable uniquement en anglais dans une salle fermée, en étant escorté par un fonctionnaire de Matignon, en laissant son téléphone à l'entrée, avec des menaces de sanctions pénales en cas de divulgation de leur contenu. Il ne pouvait pas être avec une assistante pour décortiquer un peu le document et il n'avait droit qu'à 45 minutes pour le consulter. Autant dire mission impossible. Il a préféré refuser de consulter ce document et c'est ce qu'effectivement la plupart des députés ont fait, c'est-à-dire très peu finalement savent réellement ce qu'il y a dans le contenu des négociations parce que ils n'acceptent pas les conditions de la consultation de ces documents. Et alors, justement, qui sont ces négociateurs ? Est-ce que tous les pays sont représentés ? Est-ce que, j'imagine qu'il y a de nombreux lobbyistes, des entreprises multinationales qui sont représentées ? Quel est le poids vraiment de chacun ? Est-ce que, par exemple, si un pays européen voulait dire non, est-ce qu'il peut, etc. Enfin, je ne sais pas un peu comment ça fonctionne à ce niveau-là. Alors, je ne suis pas du tout sûr à ce niveau-là. Alors, il me semble, c'est négocié, tu compléteras, mais d'un point de vue juridique, il me semble que c'est négocié à la base. Alors, c'était entre Obama et Barroso au départ, donc le représentant de l'Union européenne sur ces questions-là et le président des États-Unis. Mais après, pour rentrer en vigueur, il va falloir que le traité soit accepté par les États-Unis, par chaque pays, il soit ratifié par chacun des 28 pays de l'Union européenne et par le Parlement européen également. Donc ça nécessite après un accord explicite de chaque État membre de l'Union européenne, en plus de l'Union européenne. Donc tout le monde doit signer. Donc s'il y en a un qui veut signer et ratifier, ce qui est quand même une procédure un petit peu plus lourde. Quand tu signes, tu t'engages pas, faut ensuite le faire rentrer dans ton ordre juridique interne. Et est-ce qu'un pays européen aurait vraiment la possibilité de s'y opposer et de dire non ?
où les conséquences pourraient être très importantes. Et du coup, c'est peut-être le moment de parler un peu des avantages que pourrait apporter ce traité aux pays européens. Alors, ce que je sais, c'est qu'à l'heure actuelle, la plupart des pays sont de toute façon plutôt en faveur de ce traité. Ce que je sais, c'est que seul dans les grands pays européens, on va dire, l'Allemagne est très, très frileuse autour de ce traité, autour du contenu de ce traité. Et donc, je vais en profiter pour parler de ce qu'on appelle l'ISDS, qui est un volet de ce traité. Donc l'ISDS, donc ça veut dire Investor State Dispute Settlement, qui peut être traduit par mécanisme de règlement de différents investisseurs États. Et il s'agit donc d'un volet que l'on peut trouver dans les accords commerciaux bilatéraux. Et pour résumer, c'est une cour d'arbitrage indépendante à laquelle peut faire appel une entreprise d'un des deux pays concernés par le traité, si elle considère que le pays en question l'exproprie de son marché local. Ainsi, plutôt que de faire appel à la justice locale du pays, l'entreprise peut se tourner vers sa cour d'arbitrage constituée de 3 arbitres. Un arbitre qui est nommé par l'entreprise, un arbitre nommé par l'État qui se défend et un arbitre qui est nommé par le secrétaire général de la structure qui accueille l'arbitrage. Le plus connu, c'est le CIRDI. Et il faut savoir qu'en 2012, 93% des accords bilatéraux contenaient une clause ISDS. C'est donc un mécanisme qui est très répandu, mais de plus en plus de critiques sont émises envers ce mécanisme, car la notion d'expropriation est parfois assez floue. Et donc, il y a eu, par exemple, récemment, une entreprise suédoise qui est propriétaire de réacteurs nucléaires sur le sol allemand, qui a réclamé 3,7 milliards d'euros de dommages et intérêts à l'Allemagne après la décision de celle-ci de programmer la fermeture de toutes les centrales nucléaires suite à l'épisode Fukushima. Donc, en l'occurrence, l'Allemagne, c'est pas le seul cas qui concerne en fait l'État allemand, et donc du coup, ils sont assez frileux là-dessus, et ils ont une position qui est pas toujours très claire de ce que j'ai pu lire. Voilà, donc c'est celle qui émet le plus de réserve. Si on prend en l'occurrence, par contre, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, ils sont tous à dire, le gouvernement, tous à dire, c'est quelque chose de très bien et il faut se dépêcher pour que ce traité soit ratifié. Il me semble d'ailleurs que l'Allemagne, au départ, était assez favorable, mais c'est depuis que ça a été rendu un petit peu plus public, il y a eu une montée un petit peu de l'opinion contre le traité, et l'Allemagne est beaucoup moins claire dans ses engagements depuis. Exactement. Alors après, il ne faut pas confondre l'opinion du gouvernement et l'opinion publique. Oui, mais l'une est influencée par l'autre. Oui, bien sûr. Mais si on regarde, par exemple, en France, où effectivement, il y a eu... la société civile s'est un peu emparée du sujet à un certain moment. Et c'est clairement, il y a beaucoup de peurs qui sont exprimées autour de ce traité, alors que le gouvernement continue de dire qu'il faut se dépêcher pour le ratifier parce que plus on perd de temps... Puis c'est surtout les élections américaines qui arrivent. Il me semble que Obama était pour, et je crois que Hillary Clinton est contre, et son adversaire est encore plus contre ce traité. Donc si ça passe pas tout de suite, ça passera sans doute encore plus difficilement plus tard, en tout cas du côté des États-Unis. Moi, a priori, il y a eu une émission sur France 2 là, sur les questions citoyennes, et François Hollande a été quand même plutôt négatif sur ce traité. Je ne sais pas si tu as... Alors moi, ce que j'avais vu, alors peut-être qu'il a changé d'avis depuis, mais moi, ce que j'avais vu des différentes interventions de François Hollande là-dessus, qu'il disait que c'était quelque chose de positif et qu'il fallait pas perdre de temps là-dessus, quoi. A priori, dans les actualités, on commence à voir que Monsieur Hollande se met contre le traité. Alors peut-être que c'est je pense que c'est justement le lien opinion publique. C'est lié justement à l'opinion publique, vu que déjà il n'a jamais été aussi bas dans les sondages. Oui, voilà. Non mais c'est vrai, il y a le mouvement Nuit debout, je pense qu'il s'est dit c'est peut-être le moment de faire comme l'Allemagne, l'opinion publique est contre, je vais peut-être moi aussi me rallier un petit peu de ce côté-là et dire je suis pas forcément très favorable au traité. Je pense que c'est ça dans le cas du président Hollande. Et alors du coup, donc, on dit l'opinion publique a l'air plutôt contre. Donc pourquoi est-ce que c'est vraiment légitime ? Est-ce que c'est parce que ça va laisser un peu un boulevard aux grandes multinationales, j'imagine, et peut-être être plus négatif pour l'ensemble des producteurs locaux, etc. Alors est-ce que c'est un peu pour ça que l'opinion publique
se révoltent et voient l'avenir d'un mauvais œil avec ce traité? Alors, je pense que clairement, effectivement, il y a la peur autour de ce traité qui est justifiée par le fait que on se dit c'est les Américains vont pouvoir nous envahir en quelque sorte par exemple donc la question du poulet au chlore, clairement ça veut dire que on a une invasion de poulets américains sur le territoire européen, ce qui va détruire beaucoup d'emplois dans l'agriculture en Europe par exemple. Donc il y a effectivement cette peur là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les producteurs ne sont pas de cet avis-là et les Américains ne sont pas forcément avantagés dans tous les secteurs non plus. Sur le secteur de l'agriculture, clairement, ils sont avantagés. Encore que ça dépend des normes qui vont réellement être mises en convergence. Mais par exemple, sur le secteur des marchés publics, donc tout ce qui va concerner l'énergie, les transports, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus protecteurs que l'Europe à l'heure actuelle. Donc le chiffre, c'était, je crois, 32%. Ouais, 32% des marchés américains qui sont ouverts aux entreprises européennes contre 85% en Europe à l'heure actuelle. Et il y a aussi, du côté américain, il faut savoir, un mouvement de contestation parce qu'ils ont peur que les États-Unis deviennent beaucoup moins protectionnistes et qu'ils se fassent envahir par les entreprises européennes, notamment donc, dans les secteurs, comme je disais, transport, énergie, du bâtiment aussi. Voilà, donc... du côté des gens qui sont directement concernés, c'est-à-dire des producteurs, ça va vraiment dépendre du secteur en fait. Puis je crois qu'en plus, nous, on est excédentaire en termes de consommation, beaucoup plus que les États-Unis, donc on a plutôt intérêt à arriver à écouler ce qu'on produit sur le territoire, plus qu'eux. On a plus de mal à exporter à l'heure actuelle. Il me semble que de ce point de vue-là, c'est plus avantageux pour l'Union européenne. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'il dit, a priori, oui, François Hollande, il était, je reviens sur ça, mais ouais. il était plutôt ouvert au sujet et il voulait rapidement ratifier. Et puis après l'émission de jeudi... Ah, d'accord, c'était voilà, je me suis pas mis non. Je me suis pas mis à l'heure, alors il faudrait que je regarde ce qu'il a dit précisément là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose là. Il a fait volte-face donc. Il sait plus trop sur quel pied danser, je crois. Exactement. Mais c'est bien, ça montre toute l'ambiguïté du sujet. Voilà. Oui, et puis après il y a la position officielle et ensuite on ne sait pas est-ce que réellement il est vraiment en contre ou pas. Derrière c'est toujours plus compliqué aussi. Alors il faut sortir dans les rues ou pas? C'est ça la question. Certains ils sont déjà. Certains ils sont déjà, comme je disais, là vu qu'il va y avoir le nouveau cycle de négociations qui va reprendre la semaine dernière, ça va être relayé par les médias et ça va certainement être repris par le mouvement Nuit debout, je pense. Bon, on va suivre tout ça. En tout cas, merci à tous pour vos interventions. C'est déjà l'heure de finir le Focus Actu. On n'est jamais tarissable sur ces sujets-là. Et en tout cas, merci beaucoup pour tout et pour toutes tes réponses. Merci à vous. Yes.